Point de mire sur René Lévesque. Une série de Jacques Bouchard. Narration Céline Marie Bouchard. Dixième épisode. 13 juin 84, au Congrès du PQ, au Palais des Congrès de Montréal. Le député de Rosemont, Gilbert Paquette. Monsieur le Président, certains s'interrogent peut-être sur le deuxième paragraphe. Le deuxième paragraphe a pour but de dire qu'un vote pour le Parti québécois ou un candidat du Parti québécois, c'est un vote pour la souveraineté. Comme disait un militant de l'atelier, quand on veut vendre une idée aussi emballante que la souveraineté, on ne la met pas au sous-sol, on la met dans la vitrine. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue. Depuis 1 heure, le 9e Congrès national du Parti québécois est chose du passé. Dans l'histoire politique du Québec, on en parlera comme du Congrès où le parti a décidé de faire de la souveraineté le thème principal de la prochaine élection générale, ou si vous voulez, de se lancer dans une élection référendaire. La victoire de l'aile orthodoxe du parti, malgré l'opposition du chef René Lévesque, divise le gouvernement. Clément Richard se souvient. On venait de perdre un référendum. Nous étions beaucoup moins populaires qu'au moment du référendum, à cause des problèmes économiques que nous vivions, à cause des problèmes avec la fonction publique et bien d'autres problèmes. Et voilà que cette fraction-là dit, maintenant, je pense que c'est un peu par frustration aussi, on va faire une élection, mais qui va porter essentiellement, sinon exclusivement, sur l'indépendance. Évidemment, moi, je me suis objecté à cela. C'est là que j'ai parlé des caribous, parce qu'il y avait 10 000 caribous qui venaient de se noyer, puis je trouvais que c'était complètement suicidaire. Je craignais, quant à moi, très fortement que le parti disparaisse. Un groupe de proches collaborateurs de René Lévesque, qui n'accepte pas la décision du Congrès, fait appel à Claude Charron, qui a quitté la vie politique 1 an et demi auparavant. On est à la fin de juin 84. Charron revient d'un long voyage en Asie. Il sera un témoin privilégié de l'évolution de René Lévesque vers la mise en veilleuse de l'article 1 du programme du PQ. Le chef du Parti québécois misera plutôt sur le beau risque proposé par Brian Mulroney, qui s'apprête à prendre le pouvoir à Ottawa en septembre. Claude Charron. Le téléphone sonne à un moment donné. Robert Mackay, qui est au bureau du premier ministre à ce moment-là, puis qui m'appelle, puis qui me dit « Il paraît que tu as fait un beau voyage, puis ci, puis ça. » « Oui. » J'ai dit « Vous en avez fait des belles, vous? » Il dit « Ça n'a pas de bon sens. » Et son expression, c'est « les staliniens ». Il dit « Les staliniens ont pris le pouvoir dans le parti. » Puis j'ai dit « Puis le chef? » Il dit « Le chef, il voit bien que ça n'a pas de bon sens, mais il n'était pas capable d'arrêter le courant. Il n'était pas capable d'arrêter la vague. » Il me dit « Écoute, il dit, il y a Évelyne Dumas, il y a André Marcil, Martine Tremblay, quelques autres. Il dit, on se réunit chez moi, à la campagne, dans Port-Neuf. Et on aimerait bien ça que tu te joignes à nous. » Ben, j'ai dit, mais pourquoi? Pour jaser. Pour jaser. Puis il dit, Monsieur Lévesque sait que tu es revenu. Et il m'a dit qu'il avait bien envie de te voir. Et puis, il viendrait nous rejoindre à la fin de notre journée de discussion. J'ai du homard. Tu sais comment est-ce qu'il aime ça? J'ai dit, écoute, Robert, j'ai dit, les gens dont tu me parles, ça m'intéresse d'y aller pour vous revoir. Mais j'ai dit, je ne veux pas voir Lévesque. Je ne veux pas voir Lévesque. Qui a laissé faire ça dans le parti. Alors, j'étais passé la journée-là, c'était en juillet 84. Je suis arrivé, j'étais devant un document. C'est Évelyne Dumas qui l'avait écrit, avec un titre humoristique. C'était écrit « Où en sommes-t-on? » Où en sommes-t-on, en effet? Parce que là, il y avait la résolution du parti qui avait été votée, les sondages, l'élection fédérale qui s'en venait avec Mulroney contre Turner. Où en sommes-t-on, en effet? C'est l'enfer. Moi, je suis le outsider à ce moment-là. Je vous dis honnêtement, là, je frappe dans le tas. Moi, je suis déjà un peu un analyste. Je regarde de l'extérieur. J'ai plus rien à perdre. Ça. Moi, je leur dis, je voterai même pas pour vous. Ben là, je voterai même pas pour vous. Pas des farces, vous me poussez à ça. J'ai une tête sur les épaules, moi, encore. Je vois clair, encore, j'ai l'impression. Puis là, vous autres, vous foncez dans le mur. Vous foncez dans le mur. Moi, je débarque. J'ai-tu le droit?
Pendant l'été, les deux clans multiplient les déclarations à la presse. René Lévesque, lui, poursuit sa réflexion. Voici à nouveau Claude Charron. Il voit bien ce qui est en train de se passer. Il perd ses principaux acolytes qui s'en vont dans une tendance caribou, qui veulent, tu sais, ce qu'il a toujours réussi à contenir, les jusqu'au boutistes qui veulent le combat de leur vie tout de suite, here and now. Il voit ça d'une part. Il n'aime pas Pierre-Marc Johnson, mais il voit très bien que l'autre est en train de se positionner sans tromperie. Donc ça le mine. Et troisièmement, il se vire tout à coup vers des gens comme nous et qu'il m'offre à un moment donné de travailler avec lui. C'est qu'il ne veut ni A ni B, mais il ne sait comment concevoir C. Et c'est là que germe l'idée de prendre un risque avec l'élection fédérale. C'est peut-être ce qui nous apparaît comme le destin, le prendre à notre avantage. Il va mal jouer la carte à certains moments. Entre autres, cette entrevue qu'il a donnée à Simon Durivage au Point, où il a dit qu'il mettait l'option au congélateur, c'était mortel. Quand on prend un risque, on ne met pas rien au congélateur. On décide de jouer plus tard la carte qu'on pourrait jouer maintenant. C'est juste ça que ça veut dire. Elle n'est pas au congélateur, elle te reste entre les mains. Si tu réagis en partisan, tu as peur de l'opération. Mais si tu réagis en québécois, puis moi, je disais à M. Lévesque, en homme d'État, si vous réagissez en homme d'État, c'est ça le risque qu'il faut prendre. La grandeur, elle vient de là. Vous allez y laisser votre peau, vous allez passer au tordeur, vous allez avoir des menaces et certainement des insultes à essuyer en cours de route. Mais au moins, peut-être que, qui sait, dans 10 ans, dans 5 ans ou dans 15 ans, on aura un autre référendum et celui-là, on pourra peut-être le gagner. Au début de septembre 1984, le Conseil des ministres se réunit à Fort-Prévelle pendant 3 jours pour établir les priorités de la prochaine session parlementaire. Réunion déterminante dans l'évolution de la crise, comme en témoignent Jacques Parizeau, Claude Charron et Louise Arel. La réunion majeure, cruciale, c'est la réunion du Conseil des ministres à Fort-Prévelle, en Gaspésie. Moi, je n'ai pas pu assister au début de la réunion. Et puis, la réunion est terminée pour la journée, ça reprendra le lendemain. Mais là, on explique que l'évêque a demandé un moratoire sur la question nationale. On se la boucle. Non seulement dans nos réunions internes au gouvernement, mais à l'extérieur, à l'égard des journalistes, de l'opinion publique, etc. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'au bar le soir de Fort-Prévelle, on ne parlait que du moratoire. Là encore, la solidarité ministérielle joue, on s'entend, on ne parlera pas. Effectivement, le silence s'établit. Quelque temps après, une réunion du Conseil des ministres à Québec, l'évêque nous annonce qu'il a donné l'autorisation à Pierre-Marc Johnson, qu'il l'autorisait à donner une entrevue au devoir. Là, on est écumant autour de la table. On s'est pilé sur nos propres orteils pour éviter de parler pendant tout ce temps-là. Puis là, un ministre, avec l'autorisation du premier ministre, rompt le moratoire, sans avertir. Et arrive un moment de la remise des prix du Québec, qui se fait, les prix là, à Tendance David, etc. Là. Et l'évêque m'invite, le cabinet du premier ministre, je ne sais pas si c'est lui personnellement, m'invite à aller à ça, je vais y aller. Et il me prend en aparté pendant cette cérémonie-là, lors du cocktail, pour me dire que Pierre-Marc Johnson avait accordé une entrevue au Devoir, qu'elle allait sortir le samedi suivant, et que là, il dit « Attachez votre tuque, parce que vous allez voir que ça va lever dans le bacu, à peu près. » Puis il me dit ça en riant, là. La foire d'empoigne va commencer. Puis, restez à l'écoute. Pierre-Marc est là, je vais lui parler. Vous allez essayer d'y tirer vers du nez pour voir qu'est-ce qu'il a bien pu dire. Mais je ne dis pas que c'est l'évêque qui m'en a informé, bien sûr. À partir de ce moment-là, il a commencé à y avoir des groupes qui ont siégé, qui ont eu des réunions, dont le groupe là, qui était du Dr Lorrain, de moi, on était une douzaine, je pense, quelque chose comme ça. Je vous dirais que la personnalité qui était la plus consensuelle, par exemple, chez Jacques Léonard, c'était le Dr Lorrain. Parce qu'il aurait été celui qui, ayant été le plus près de René Lévesque, le plus près dans son intimité, il sera allé le chercher à l'aéroport au moment où il rentrait de cette semaine de congé qu'il avait prise, juste avant qu'il annonce
qu'il mettait de côté, dans le fond, la souveraineté au profit du beau risque du fédéralisme. Le docteur Lorrain avait comme été chargé de le recevoir ou de l'accueillir à l'aéroport pour lui expliquer la démarche des 12. Et on prépare une proposition pour René Lévesque que je vais lui montrer personnellement. Ça indique encore la nature des rapports qu'on avait. Avant qu'on mette ça en public, comme Pierre-Marc Johnson avait mis en devoir en public sa position, avant de faire ça, je l'ai montré à l'évêque. Et là, on a eu, je ne me souviens plus, 2-3 réunions peut-être à Québec. Je sais qu'il y a eu une réunion chez Léonard avant, mais je ne sais pas exactement dans quelles circonstances. Moi, ce dont je vous parle, c'est ce que j'ai vu, 2-3 réunions avec une douzaine de gens autour de la table qui cherchent à tracer l'évolution de l'idée nationale, quoi. Alors, je le montre à l'évêque, puis après ça, on le rend public. C'est ce qui fera que l'évêque, quand il fera sa fameuse déclaration de novembre 84, m'en enverra une copie avant de la rendre publique. On reste des adultes, quand même. La crise aurait-elle pu être évitée? Un proche conseiller du premier ministre, Louis Bernard. Si M. Lévesque avait été en bonne santé, probablement que le parti serait passé à travers cette crise-là comme il est passé à travers d'autres crises, parce que, de la part de M. Lorrain en particulier, il y avait eu toutes sortes d'efforts de trouver des accommodements entre la position de M. Lévesque et puis la position des gens qui trouvaient qu'on mettait la souveraineté trop loin de côté. Alors, M. Lorrain avait fait des efforts de trouver des formules qui étaient, je pense, très correctes là, dans les circonstances pour refaire l'unité du parti. Et puis, il a fermé la porte à tout compromis. Alors, les gens, vous savez, sur ces questions-là, on dit, bien, si c'est comme ça, on est aussi bien de partir. Le téléjournal du 19 novembre 84. Nous allons rejoindre immédiatement Louise Lafontaine à la permanence du Parti québécois, rue Saint-Hubert, à Montréal. Bonsoir, Louise. Bonsoir. Bon, alors, le premier ministre Lévesque doit trancher et où en est-on à ce stade-ci? Il fait une proposition et une position très claire. Il choisit directement le clan des modérés, c'est-à-dire celui qui écarte la souveraineté de la prochaine élection. Dans ce texte, qui a aussi été envoyé au domicile de plusieurs ministres, l'évêque écrit « Cet État-nation que nous croyions si proche ». Ce petit « i » à côté du « y », cette utilisation de l'imparfait par le fondateur du PQ, crée une onde de choc chez certains ministres et plonge le gouvernement Lévesque dans la pire crise de son histoire. Jacques Parizeau, Louise Arel, Bernard Landry, Claude Charron et Pierre-Marc Johnson racontent. Je reçois le texte au restaurant. L'évêque me l'a fait envoyer. Et puis, j'ai tout de suite après ça, dans mon comté, à Repentigny, j'ai eu une assemblée de membres. Alors là, je sais bien que l'embargo est jusqu'à minuit. Il est seulement 10 heures le soir. Mais là, je dis ça devant les membres. Et je leur dis, écoutez, dans ces conditions-là, je n'ai rien d'autre à faire que de partir. Vous savez, parce que vous êtes en contact avec moi depuis des années, que je ne peux pas penser ça. Je suis probablement la seule personne qui a jamais démissionné sur un « i ». Ça, vous ne pouvez pas imaginer. Cet imparfait, c'était l'impossibilité même de se poser sur une clôture. En fait, l'image qui me venait, c'était, c'était un champ dévasté. On pouvait, quelques-uns, continuer à y rester en ayant comme territoire que les clôtures comme les moineaux. Ce i-là, cet imparfait-là, ça a été dévastateur. Je suis rentré chez moi vers 5 heures, après une journée de travail, 5h30. Et M. Lévesque avait fait livrer chez moi, et dans un certain nombre d'autres domiciles de collègues, ce qu'il allait présenter comme étant le beau risque. Et c'était ouvert, il n'y avait pas d'enveloppe. Alors, ma femme l'avait lu. Et puis, elle dit, va dans le salon, il y a une cochonnerie qui t'attend. Et c'était quoi la cochonnerie? C'était l'imparfait. Nous croyions à la souveraineté. On n'y croit plus. Alors, premier sentiment de révolte, etc. Alors, qu'est-ce que je fais? Je peux brûler mes vaisseaux. Moi, n'oubliez pas que, contrairement à ce qui m'est arrivé, je suis devenu premier ministre quand je ne le voulais plus, mais dans ce temps-là, je voulais. Parce que je pensais que je pourrais ramasser tout ça, recoller tout ça. Je m'étais largement trompé, en tout cas pour cette époque-là. Alors, on ne brûle pas nos vaisseaux, on essaie de convaincre l'évêque, on parle à Duhem, qui est très, très près de l'évêque durant cette période-là, et on essaie de remettre les choses en place. Non, il y a eu une erreur de perspective formidable de fait au bureau du premier ministre. Mais je comprends que quand l'évêque a rédigé sa lettre, et demande à un certain nombre de gens de son bureau de regarder le texte de la lettre et de faire une évaluation
des retombées politiques que c'est susceptible d'avoir. Il m'a appelé à ce moment-là pour que je passe au bureau d'Hydro-Québec. Moi, je prends le texte et je n'en croyais pas mes yeux de ce que je lisais. Le fond est bon, mais c'est singulièrement raide. C'était mon commentaire. Si vous êtes prêts à jouer cette game-là, allons-y. Et je comprends que le consensus de ces 4 ou 5, ça va être que Léonard va sûrement démissionner et probablement de Bellefeuille aussi. Mais que Lorrain est trop pris par tel dossier. Il va vouloir mener le dossier au bout. Parizeau est pris par sa réforme fiscale de l'impôt des particuliers. Il ne voudra jamais lâcher. Ils font comme ça une évaluation de chacun. Et ils se trompent royalement. Et on s'est dit qu'il y aurait 4 à 5 démissions. C'est certainement un retour aux hautes études commerciales pour l'un, mais pas Camille Lorrain. Et la vraie déconfiture est arrivée quand Camille Lorrain est parti. D'ailleurs, la lettre que Camille Lorrain a écrite à René Lévesque et la lettre que René Lévesque lui a écrite, à mon avis, dans la littérature politique du Québec, ce sont 2 pièces d'anthologie. Rarement un tel niveau entre hommes politiques a-t-il été atteint de manière épistolaire, là, de cette qualité-là. Le gouvernement péquiste connaît la pire crise de son histoire. L'avenir du parti, l'avenir du gouvernement sont en jeu. Certains diront même que l'avenir du Québec est en cause. Au pire, le parti ministériel risque d'être mis en minorité si les départs s'accumulent ces prochains jours et René Lévesque devrait alors, à brève échéance, déclencher des élections générales. Pourquoi les dissidents ont-ils été si nombreux à démissionner? Pierre-Marc Johnson et Jacques Parizeau ne partagent toujours pas la même vision. Je comprends le raisonnement d'un certain nombre de ceux qui appartenaient à l'aile dite radicale du PQ, de dire, si le parti et le gouvernement s'engagent dans cette voie-là, et si on fait une entente avec Mulroney, ben ça en est fini de la cause pour un bon bout de temps. Bon, on peut arriver à cette conclusion-là, puis dire, bon, ben je m'en vais à la maison. On peut arriver à cette conclusion-là, puis dire, je vais faire un grand discours pour dire que je suis con. Ou on peut arriver à cette conclusion-là, puis on décide d'organiser et de fomenter à l'intérieur du parti et de la députation et des institutions parlementaires, ce qui est en fait, ce qui à d'autres endroits s'appelle un coup d'État. Objectivement, là, parce que c'est un changement de majorité dans le Parlement, c'est un changement de gouvernement. L'objectif du groupe des dissidents qui ont décidé de démissionner, c'était de démissionner en suffisamment grand nombre pour faire perdre la majorité au gouvernement à l'intérieur du Parlement. On reconnaît ici la préoccupation avec le régime de type britannique, où le Parlement décide de tout. Et c'est pas pour rien que le style de la lettre de démission, avec la nécessaire souveraineté, tout le monde le reconnaît. C'est une expression de M. Parizeau, qui est parfaitement conscient, je pense, de ce qu'il est en train de jouer comme carte, où il veut forcer la main à M. Lévesque dans le sens de ce qu'il souhaite. Et il le fait par un acte où finalement, M. Lévesque a dû faire comparaître dans son bureau, individuellement, un certain nombre de ministres pour s'assurer de leur loyauté. Et parmi ceux qui ont été loyaux à René Lévesque, on aurait pu s'attendre à ce que sur le fond, il soit peut-être d'accord avec M. Parizeau, mais qui a refusé la méthode de M. Parizeau et qui a refusé d'être déloyal à René Lévesque. Il y a eu Bernard Landry et Jean Garon et Pauline Marois. Je me souviens, il ne pourrait pas vous en parler aujourd'hui parce qu'il est juge. Alors, un de mes anciens collègues, juge Fréchette maintenant, vient me voir, c'est un ancien bleu, c'est un bon ami à moi, Renal. Il vient me voir, il me dit, il y a quelque chose qui se passe. J'ai été convoqué au Conseil du Trésor. Parizeau avait de lettres, du monde qui vont démissionner. J'apprends ça comme ça, là, en sortant entre 2 portes au Parlement. Rénald Fréchette n'était quand même pas un indépendantiste pur et dur de la première heure. C'est un ancien gars de l'Union nationale. C'était joint au Parti québécois et à René Lévesque, parce qu'il était inspiré par la vision de cet homme, comme moi puis comme bien d'autres. Alors pourquoi est-ce que Rénald Fréchette était là? Pourquoi est-ce qu'un certain nombre de personnes qui étaient approchées ne faisaient pas partie du carteron des purs et durs du Conseil des ministres ou de la députation? Parce qu'il y avait un objectif numérique. C'est la seule explication. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre.
Ils ne sont pas parvenus. Ça a été juste. Ils ne sont pas parvenus. Ils ont été à... C'est 3 ou 4 près. J'ai eu absolument aucun contact. Ah oui, j'ai parlé au docteur Lorrain. Ça, c'est vrai. Docteur Lorrain, oui, on se parlait 3 fois par jour. Ça, c'est autre chose. Mais je veux dire, je n'ai pas fait de battage dans la campagne. Puis c'est pas une question de mettre le gouvernement Lévesque en minorité. Ça, vous voyez, ça c'est très souvent... Les Anglais appellent ça « rationalizing after the fact ». Où on voit des intentions, des dessins, des plans, sinon des conspirations. Pas du tout. On a dit du cabinet Lévesque que c'était probablement le cabinet intellectuellement le plus fort qu'on ait jamais vu dans l'histoire du Québec. C'est vrai. Mais les intellectuels, très souvent, ça a des convictions. Et c'est comme ça que ça s'est produit. Pierre Nadeau interviewe Camille Lorrain en juin 85. Quand vous dites que c'est un homme de rassemblement, tout dernièrement, au mois de novembre dernier, il n'a pas démontré qu'il pouvait continuer de rassembler très, très fort. C'est parce qu'il en était arrivé à la conviction que l'opinion qu'il a exprimée dans l'article qui est responsable de ma démission, c'était quelque chose qui allait dans le sens de la conception qu'il se faisait du Québec. Je ne suis pas d'accord, mais je suis obligé de dire qu'il y a songé longuement et qu'il était convaincu d'avoir raison. René Lévesque, en janvier 86. J'ai jamais eu le goût du suicide. Je voyais pas d'autre façon pour un parti qui voulait continuer à être pris au sérieux que de se rapprocher de ce qui était très évidemment le sentiment général de la population, c'est-à-dire ne nous jetez pas de nouveau dans quelque chose qui pourrait avoir l'air référendaire. Bon. Et peut-être je suis allé un peu trop loin, peut-être qu'une fois décidé, j'ai été trop brutal. Je voyais l'absolue nécessité de cesser de faire de la politique dans l'irréel. C'est ce qu'on était en train de faire depuis un certain temps. C'est-à-dire de déblatérer entre nous presque du sexe des anges, alors que beaucoup de problèmes se posaient dans la population et que peu à peu, on sentait que... René Lévesque prend tout le monde par surprise lorsqu'il annonce son départ le 20 juin 85, le jour même où l'Assemblée nationale a célébré ses 25 ans de vie politique. La voie est ouverte à la succession de René Lévesque. Bonjour, mesdames, messieurs, ici Raymond Archambault. Nous vous présentons ce matin une émission spéciale au lendemain de la démission du premier ministre du Québec, M. Lévesque. Vers 23h30 hier soir, nous apprenions qu'une lettre brève et précise parvenait à la vice-présidente. Sa directrice de cabinet, Martine Tremblay. Il s'est vraiment interrogé, à savoir s'il était capable, une autre fois, de reprendre le combat. C'est pour cette raison-là que c'est une décision qui était vraiment personnelle et il n'était pas question que personne lui force la main. Il a voulu que ce soit sa décision. Il l'a mûri très, très, très longtemps. Il y a beaucoup de gens qui ont échangé avec lui, mais c'était pas facile d'échanger avec lui sur cette question-là. C'est une réflexion qu'il a faite lui-même, qui a duré très longtemps. Mais il était hors de question que quelqu'un lui force la main, ou que ce soit sur le moment ou sur la manière de le faire. Robert Roule, s'il y a eu des rumeurs au cours des derniers mois, il y en a eu surtout hier après-midi. Oui, c'est vers 17h30 que la rumeur de la démission de René Lévesque a commencé à circuler. René Lévesque n'avait pas prévenu la plupart de ses ministres ni ses députés. Il était présent en chambre jusque vers 18h45. René Lévesque a quitté l'Assemblée nationale après avoir donné une poignée de main au leader ministériel, Marc-André Bédard, sans doute l'un des rares au courant de sa décision. Il a fallu attendre jusqu'à 23h15 avant qu'enfin le communiqué de René Lévesque soit rendu public, une brève lettre plutôt laconique où on dénote une certaine amertume. Toute la soirée, René Lévesque, en janvier 86. J'ai pas été sacrifié, c'est moi qui ai décidé de partir. Ça veut pas dire que j'avais pas d'excellentes raisons, y compris des pressions. Cette décision-là, je l'avais prise très, très spécifiquement, très définitivement aussi à Pâques, c'est-à-dire 2-3 mois avant. Et je l'avais prise en fonction tout simplement de ce que je sentais que, d'une part, une certaine fatigue, aussi quelque chose qui ressemble à du détachement. Autrement dit, on avait eu pas mal d'épreuves. J'avais comme l'impression que c'était le temps de passer la main. René Lévesque lance ses mémoires en octobre 86. Attendez que je me rappelle connaît un énorme succès avec des ventes de 150 000 exemplaires à ce jour. Lors de sa tournée de promotion, il est appelé à donner sa vision de l'évolution politique du Québec. Avec l'espèce d'émergence du Québec moderne qui s'est faite depuis un quart de siècle, moi j'ai l'impression que
il y a des hauts et des bas. C'est un peu comme la marée. Je suis comme tous les gars du bord de la mer. Mes images me viennent souvent de ce côté-là. Bon, la marée peut baisser à l'occasion, elle va revenir. Mais de toute façon, la marche du Québec vers une sorte d'épanouissement complet, là, moi, je pense que c'est irréversible et que ça va mener éventuellement à une définition nationale beaucoup plus précise. À la fin du mois d'août 87, René Lévesque devient commentateur de l'actualité à CKAC. Point de vue sur l'actualité avec René Lévesque et Jacques Proulx que voici. C'est lundi le 31 et c'est l'heure d'un rendez-vous bien important. Et pour ne rien vous cacher, j'ai un petit peu le trac et pour cause. Je me retrouve aujourd'hui. Je le vois arriver la première journée en studio. Bon, il arrive assez fringant. Il semble être très heureux de reprendre son métier de journaliste à la radio, les métiers qu'il avait occupés longtemps à Radio-Canada, un petit peu à CKAC. Et puis il m'arrive, puis il me donne une série de textes. Tiens, voici 4 pages de textes. Alors, vos questions sont là et mes réponses sont là. Alors, je vais trouver ça un petit peu... mon Dieu, je n'étais pas habitué à travailler. Vous savez, à la radio privée, on travaille, ad lib la plupart du temps. Alors, on l'a. On finit par l'avoir, enfin, ce fameux libre-échange. C'est-à-dire qu'il on va l'avoir. C'est-à-dire qu'il reste plutôt à voir maintenant ce qu'on va avoir exactement. Oui. En fait, on peut dire que ça indiffère totalement l'opinion publique chez nos voisins. Vous connaissez Dan Rather? Ben oui, c'est bien, oui. Ben, je l'écoutais un soir, la semaine dernière, justement au moment où il y a eu la rupture fracassante des négociations. Tu sais, tout le monde, ça tremblait à Ottawa. C'était vraiment la minute de vérité. Alors j'écoutais mon Dan Rather. Tout était là. Le Moyen-Orient, le Golfe Persique, la nomination contestée d'un juge de la Cour suprême, le tremblement de terre en Californie, et puis un très beau petit topo sur la chasse aux canards. Le libre-échange, le free trade avec le Canada, what's that? Une journée, il y avait une entrevue qui se faisait dans un studio parallèle au nôtre, mais on pouvait voir que Jacques Parizeau était assis en train de se faire interviewer pour une émission qui passait le dimanche matin. Voyant M. Parizeau de l'autre côté, je dis à René Lévesque, tiens, M. Parizeau est là, est-ce que vous pensez qu'il va réussir là? Il a dit, il va peut-être réussir, mais ça ne durera pas longtemps. Automne 87. Pierre-Marc Johnson dirige le PQ depuis 2 ans. Son programme d'affirmation nationale mécontente plusieurs députés et membres du parti. Le vendredi 30 octobre, lors de la dernière émission avant son décès, René Lévesque est appelé à commenter cette nouvelle crise de leadership et plus précisément le geste du député de Mercier, Gérald Godin, face à son chef, Pierre-Marc Johnson. Pierre Marois, qui a quitté la vie politique 4 ans plus tôt, ne cache pas son désaccord avec l'approche de Pierre-Marc Johnson. Ce jour-là, il fait partie des milliers d'auditeurs qui écoutent et interprètent le commentaire de René Lévesque. M. Godin a décidé d'inviter à l'Assemblée de comté du Parti québécois Jacques Parizeau. Ça a fait une... Des gens se sont dit, bon, ça y est, le retour se prépare. En fait, il y avait des gens qui travaillaient très fort. Je parle pas à travers mon chapeau, là. Et M. Lévesque faisant son petit bout d'émission à CKAC. Il est 5 heures, bonne fin d'après-midi, M. Lévesque. Je vous en souhaite autant, M. Proulx. Merci bien, M. Lévesque. J'ai eu plusieurs téléphones aujourd'hui. Il y a plusieurs journalistes qui voulaient que je vous pose une question, à savoir si vous aviez un commentaire à faire sur les déclarations au sujet du député M. Godin, la déclaration qu'il a faite au Soleil ce matin. Je vais considérer ça comme une exception. Oui. Je veux le moins possible me mêler, parce qu'après tout, il me semble que le minimum de décence ou d'élégance, si vous voulez, c'est que je ne me mêle pas de choses qui concernent l'évolution du parti en ce moment. Bon. Par ailleurs, j'ai lu l'article du Soleil, oui, et moi, il m'a semblé tout de suite qu'il y avait un titre, quand on se donne la peine de regarder le contenu, il y avait un titre qui dépassait pas mal le contenu, parce que M. Godin, député de Mercier, qui en plus de tout le reste, parce qu'il a été un député remarquable, il a été aussi un ministre pour qui je garde beaucoup d'estime. En plus de tout le reste, c'est un homme qui tient à ses idées, puis ses idées sont foncièrement indépendantistes en politique. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a invité un autre indépendantiste assez notoire, qui est M. Jacques Parizeau, à adresser la parole aux militants de son comté. Bon, ben, il n'y a rien là de particulièrement, sauf que, évidemment, on voit là-dedans, puis là, les médias jouent, puis gonflent un peu, on voit que peut-être ça peut avoir une allure provocante, en tout cas ça fait un titre, parce qu'il y a eu des prises de bec un peu entre M. Parizeau et M. Pierre-Marc Johnson ces derniers temps. Ah oui, mais enfin, si on regarde le fond de la question, c'est ce que M. Godin a fait me paraît parfaitement normal. Il tient à ses idées et il veut tout simplement que dans son comté, il y ait l'occasion pour quelqu'un qui a les mêmes idées de pouvoir s'adresser aux militants. Ça me paraît logique. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, tiens.
ça y est, M. Lévesque vient de mettre son poids politique derrière la relance du projet. Il est sorti du beau risque. Il n'était pas sans mesurer la portée de ce qu'il disait, pas un homme comme lui. Il est sorti de ça, et là, pour lui, il est temps à nouveau son mur pour relancer le projet. Et alors, c'est une sorte d'appui. Est-ce que c'était un appui à des hommes? Est-ce que c'était un appui à M. Parizeau, à M. X ou à M. Z? Je ne peux pas conclure là-dessus. Quelques mois avant, en mai 87, Pierre-Marc Johnson avait rencontré René Lévesque pour tenter d'obtenir son appui. J'aurais aimé, moi, que M. Lévesque disait un mot qui me soit favorable. Il ne l'a jamais fait, à partir du moment où il a quitté le gouvernement. À partir du moment où j'ai été chef, j'aurais aimé parce que, d'abord, sur une base personnelle, j'aurais aimé ça parce que j'avais beaucoup d'estime et de loyauté pour lui. J'ai passé une grosse partie de ma vie à son service, comme bien d'autres d'ailleurs, pas tout seul, comme bien d'autres. Et je ne l'ai jamais trahi. Et deuxièmement, parce qu'il avait un poids politique. Il en a encore un aujourd'hui, après sa mort. Sauf qu'en 87, déjà, ça ne faisait pas si longtemps qu'il avait quitté. Et il était ambigu. Il pouvait porter des jugements. Dans cette longue conversation que j'ai eue avec lui, il pouvait porter des jugements sur un certain nombre de situations, de personnes. Je sentais le goût et le frétillement de dire je comprends toute cette complexité, probablement mieux que vous. Hein? Je sentais ça. Il se retenait pour ne pas dire ça. J'aurais aimé ça qu'il dise à la limite, parce que je l'aurais peut-être contredit sur un ou deux sujets. Je me sentais apte à le faire à cette époque-là. Mais je sentais que je n'avais pas à le déranger plus que quand il était premier ministre. J'ai passé ma vie de ministre à me jurer de ne pas déranger le premier ministre, jamais. Et deuxièmement, de toujours tenter de lui être utile. Le vendredi 30 octobre, vers 17h15, Jacques Proulx et René Lévesque se disent au revoir pour la fin de semaine. Ce seront ses derniers mots publics. C'était la fin de semaine de l'Halloween. Donc, nous avions des sujets plutôt légers. Moi, je trouvais ça fascinant quand j'ai lu des trucs autour de l'Halloween. Comme la plupart de nos grandes fêtes, y compris Noël, la Saint-Jean, c'est des fêtes du temps des païens, enfin, comme on dit couramment, là, qui ont été récupérées. Et finalement, les dernières paroles, vendredi soir, bon, c'était la veille de l'Halloween, j'avais dit... Allez-vous vous déguiser demain soir, M. Lévesque? Ouf, il y a des gens qui disent « je suis depuis longtemps, pas besoin ». Peut-être déguisé en Jean-Guy Moreau, peut-être. Oui, c'est ça. Oui. Bonne fin de semaine, bon Halloween. Et je vous en souhaite autant. À lundi. Merci, messieurs. Bonjour, mesdames, messieurs. Il est 6h07, lundi 2 novembre 87. Il fait très froid ce matin sur Montréal et dans le cœur de tous. Le Québec est en deuil. Ce matin, l'ex-premier ministre René Lévesque est mort hier soir à Montréal d'une crise cardiaque. M. Lévesque était âgé de 65 ans. La nouvelle a stupéfait son entourage autant que... On peut certainement se dire que qui que ce soit dans ce pays est certainement peiné, qu'il ait été d'accord ou non, qu'il l'ait aimé ou non comme politicien, comme premier ministre ou comme libéral ou comme péquiste, quelque part dans la carrière de cet homme gigantesque de son temps, il y a une profonde peine de le voir disparaître aussi vite. C'est une grande perte pour le Québec, pour les Montréalais, pour les jeunes de notre génération. Ça m'a fait un gros coup. Franchement, il n'y a pas personne qui va le remplacer. Ah, ça m'a fait un choc. J'en avais des larmes aux yeux. Parce que je trouve que c'est un homme exceptionnel.
Le soir de sa mort, on a joué une partie de Scrabble. Il lui restait 7 lettres. C'était la fin de la partie. Là. Il lui restait 7 lettres et il a écrit « mondaine, 2 fois triple ». Je ne sais pas combien ça avait rapporté de points, là, mais ça a été son dernier mot au Scrabble. Voici les témoignages de 3 de ses collaborateurs, Louis Bernard, Gracia Olléré et Michel Lemieux. Vous entendrez également Marc Lalonde, Jean-Claude Rivet, Gilles Pelletier, Michel Roy et Pierre Nadeau, Jean-Guy Moreau, Lise Payette et Pierre Bourgault. Toutes les valeurs modernes que maintenant on prend pour acquis comme étant les valeurs québécoises, qui sont complètement différentes des valeurs qui existaient avant la Révolution tranquille, c'est des valeurs que l'évêque a incarnées, qui a propagées, qui a développées, qui a nourries, etc. C'est vraiment l'accoucheur, je dirais, principal du Québec moderne. Je ne voudrais pas que René Lévesque soit juste un boulevard non plus dans la mémoire des gens. Et je voudrais qu'on sache la modernité de l'évêque, la pensée de l'évêque, qui a fait prendre une couple d'avenues là, qui ont fait que la société québécoise a avancé, même avant qu'il n'ait choisi l'option souverainiste. Et je voudrais qu'on s'en souvienne à cause de ce qu'il a apporté comme... ce qu'il a donné à chacune de ses interventions comme élan au Québec. Je pense que c'est le plus grand homme politique du siècle au Québec. Et que c'est un grand homme politique, point. Foncièrement, l'évêque, ce qu'il a fait, c'est qu'il avait l'impression de faire partie d'un peuple médiocre dans les années 50. Et il a voulu, par des moyens pédagogiques, par la politique, par la télévision, par la radio, par l'écrit, il a voulu faire de ce peuple-là un peuple normal, c'est ce que lui, pour employer son expression. Il a donné une légitimité et un visage rassurant, si vous voulez, à l'option indépendantiste. Et il était un facteur majeur, je pense, dans la montée de l'indépendantisme au Québec. Quand il dit, le soir du 15 novembre 1976, les Québécois, peut-être qu'on est quelque chose comme un grand peuple. Et ça exprime, je pense, l'authenticité du dévouement total de René Lévesque comme personnage politique là, au Québec et au peuple québécois. Il a personnifié le peuple québécois. Et un mot qu'il n'aurait pas aimé, la nation québécoise. Je pense que c'est ça, c'est comme ça qu'il va passer à l'histoire. C'est un homme qui a été extrêmement important, même s'il a glissé sur des pots de banane pendant toute sa carrière politique. Il y a une haute conception de la civilisation chez lui. Et c'est pourquoi j'aimais et j'admirais tant cet homme, et qui savait doser les questions. Il était rarement fanatique. Certains l'ont accusé d'être fanatique. Je ne l'ai pas vu, moi, fanatique. Il avait bien sûr des convictions profondes et se bagarrait, mais c'était un homme de mesure. C'était un sage. C'est un homme qui a toujours réussi à marier parfaitement bien deux convictions profondes chez lui. Une première qui était celle de l'affirmation de la collectivité québécoise, puis une deuxième qui était le respect de l'individu. Et ça, je trouve que pour quiconque fait de la politique, ça reste un bel idéal. Il a donné sa vie. J'arrête là, parce qu'il a tout donné. Puis je dis ça, puis ça m'émeut. Mais il a tout donné. Il s'est brûlé au travail. Mais c'est ça, la passion de vivre aussi. Ça manque aujourd'hui, la passion. Je ne sais pas si je suis capable d'en parler encore. Moi, ce que j'ai appris avec lui, c'est à canaliser la démesure, à utiliser les folies que nous avons dans la tête, à aller plus loin, à dire il y a encore un pas de plus qu'on peut faire. J'aurais aimé ça qu'il soit devant. Vers 11h30, le téléphone sonne et c'est un journaliste qui dit « Que pensez-vous de la mort de l'évêque? » Je dis « Il est mort. » Il dit « Avez-vous quelque chose à dire? » Je dis « Oui. »
j'ai de la peine. C'est ça. Je dirais que cet homme-là m'a fait de la peine toute ma vie. Il m'a fait de la peine de son vivant. Et j'ai eu de la peine quand il est mort. D'autres témoignages, ceux de Robert Burns, Claude Charron, Jacques Parizeau et Pierre-Marc Johnson, Jacques Godbout, Louis Balthazar et Daniel Latouche, Marc-André Bédard, Pierre Marois, Jean Garon et finalement Louise Baudouin. J'ai une admiration sans borne pour lui et en même temps, je le voudrais différent. Je le voudrais plus engagé, plus clairement engagé vers la souveraineté. J'ai peut-être tort de penser ça, je l'avoue. Mais j'ai toujours pensé que M. Lévesque se serait satisfait de moins que l'indépendance du Québec, qu'il se serait satisfait d'un New Deal. À mes yeux, il n'était jamais aussi fonceur que j'aurais voulu qu'il soit sur ce point-là. Il a été un être déchiré, bouleversé, qui calmait des passions en lui, qui aurait pu l'entraîner loin de ce qu'il a été. Mais quand les Québécois se rappellent de lui comme étant un homme honnête, ils ont la meilleure image. C'est le gars le plus honnête que j'ai rencontré. Il a poursuivi cette idée qui est très révolution tranquille, qu'on construit de grandes choses par une bonne gestion. Il nous a laissé aussi, je pense, une sorte de méfiance à l'égard de tout dogmatisme. En fait, je pense que c'est surtout par la façon dont il a changé les esprits du Québec que Lévesque est important, plus que par la façon dont il a changé les choses. Je pense qu'il a peu mesuré l'influence qu'avait le pouvoir sur lui-même. Comment l'exercice du pouvoir et la perception qu'elle renvoie aux autres peut transformer une personne. Et je pense que s'il avait été peut-être un peu plus attentif à ça dans sa vie, mais il n'avait pas le temps. Il travaillait trop fort, peut-être. Il ne se serait pas poussé à l'extrême où il s'est lui-même poussé, physiquement. Parce que, dans le fond, il a vécu au pouvoir comme il vivait quand il était journaliste. Alors qu'on ne peut pas vivre au pouvoir comme on vit dans la vie normale. C'est pas vrai. Je dirais que c'était sa seule faille. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer René Lévesque dans le rôle d'un cultivateur. Vous pouvez peut-être l'imaginer visitant une ferme, mais certainement pas dans le rôle d'un cultivateur. En tant qu'urbain, dans une génération qui était la première à avoir quitté la campagne, il a eu l'intelligence de pousser sur une loi du zonage agricole qui faisait en sorte que chacun d'entre nous, dans nos villes, Montréal, Sherbrooke ou Trois-Rivières ou ailleurs, au Québec, dans nos villes, on avait la certitude que la terre et le paysage ne seraient pas complètement gâchés par toutes sortes de promoteurs à la petite semaine. C'était une loi nostalgique, bien sûr, mais c'était une loi nécessaire et ça a servi. C'est celui qui fait apparaître au cœur de la Révolution tranquille un nationalisme nouveau, qui n'est plus celui, le nationalisme traditionnel porté par l'abbé Groulx et les élites cléricales d'une autre époque. C'est quelque chose de nouveau, c'est un nationalisme qui se situe plus à gauche, qui est progressiste, qui est moderne. L'histoire est en train de changer de mythe là, sur l'évêque. On est passé du mythe réformateur, etc., etc., la fin de la Révolution tranquille, mettre le Québec au monde, etc. Et parce que les mythes, c'est les gagnants qui les créent. Les perdants, ils se trouvent des excuses. Les gagnants, ils créent des mythes. René Lévesque, c'est le genre de perdant qu'on aime. Son attachement aux plus démunis, aux gens qui avaient des difficultés dans la société. On le voyait au niveau du Conseil des ministres, dans la discussion des projets de loi, etc., tout ça. C'était toujours une préoccupation constante de rejoindre ceux et celles qui étaient les plus démunis dans la société. Le paradoxe ambulant. Un petit homme qui est un géant et qui traduit en un certain sens, comment je dirais, avec des nuances qu'il faudrait y mettre, le meilleur et le pire de ce qu'on est nous-mêmes, comme peuple. Quand les gens ont décortiqué René Lévesque, là,
puis ont vu comment il voyait les choses. Son esprit profondément démocratique. Je n'ai jamais vu se plaindre que les gens l'ont battu dans son comté. Jamais je l'ai vu se plaindre d'avoir perdu une élection. De plus en plus, les gens, quand ils vont avoir sa pensée, sa façon de faire, les témoignages vont avoir été donnés, de plus en plus, les gens vont réaliser que la société idéale qu'ils recherchent, c'est celle que recherchait René Lévesque. Il a donné aux Québécois une très grande fierté d'être eux-mêmes et certainement le début d'une très grande confiance aussi en eux-mêmes. Puis ça, c'est inestimable. C'est un don du ciel, un cadeau qu'il nous a fait. Moi, je pense qu'il l'a payé très cher, tout ça, sur le plan humain, sur le plan personnel, que c'était injuste, que c'était cruel. Et j'en retiens probablement les meilleurs moments de ma vie. J'ai refait le plus beau voyage de mon enfance à aujourd'hui, sans un adieu, sans un bagage, sans un regret ou nostalgie. J'ai revu mes appartenances. Je suis sorti de Gaspésie avec une sorte de nostalgie permanente de la mer, ce qui veut dire aussi une sorte de goût presque maniaque des voyages. Le plus heureux flash de ma vie. C'est à partir de minuit qu'on commence à discuter de l'existence de Dieu en général, et puis des choses comme ça. Oui, il y a un climat spécial le soir, la nuit, qui est difficile à définir. J'ai jamais essayé de le définir, mais dans lequel je me retrouve plus facilement que d'essayer de plonger au cœur de tous les problèmes à 7 heures du matin. Je ne suis pas des grandes moissons. Une chose qui revient toujours à l'esprit et qui, quant à moi, a été très marquante, c'est l'influence d'un homme qui est mort trop jeune, qui était mon père. Une des choses les plus difficiles, je pense, dans la vie publique, c'est de se rendre compte du moment où c'est vraiment dépassé, là, où il faut céder la place à d'autres. Je suis de janvier sous zéro. Je suis d'Amérique et de France. La vente intensive des armements pour maintenir certaines économies, ce genre de trucs-là qui sont finalement une négation de la civilisation, exige aussi qu'il y ait ce troisième niveau général de loyauté qui est vis-à-vis de l'espèce elle-même. Je suis une race en péril. Je suis prévu pour l'an 2000. Je suis notre libération. J'aimerais bien, moi, qu'on dise que pour le meilleur ou pour le pire, mais que j'ai été, jusqu'à un certain point, un reflet convenable d'une époque du Québec tel qu'il était, et que je l'ai accompagné de mon mieux. Je suis l'énergie qui s'empile. D'Ungava à Manicouagan. Je suis Québec, mort ou vivant. Alors après tout ça, qu'est-ce qu'il me reste d'autre à faire? Je veux partir. Et toutes ces entourloupettes, c'est pour vous dire autant qu'on peut dire ce qu'on sent. Merci quand même. Merci de tout cœur. Je suis Québec, mort ou vivant.
Concept, texte et entrevue, Jacques Bouchard. Recherchiste et adjointe à la réalisation, Micheline Richard. Narratrice, Céline Marie Bouchard. Technicien principal au montage et au mixage numérique, Sylvain Brunet. Montage numérique supplémentaire, Jean-Philippe Bolduc et Christian Ferland. Musique originale, Pierre Benoît. Documentation, Centre de documentation de Radio-Canada et Clément Landry du Centre de documentation du Parti québécois à l'Assemblée nationale. Recherche d'archives, Suzanne Gagnon. Archives, Radio-Canada, Archives nationales du Canada, Archives nationales du Québec, Office national du film, Télé-Québec, Université du Québec à Montréal, Hugues Mignot pour le film 15 novembre et Denis Leblanc de l'Expo-Musée de la radiodiffusion pour les archives de CKAC, CJMS et CKVL. Archives de collections privées, France Nadeau, Pierre-Léon Lafrance, Pierre Tourangeau, Jean-Paul Moreau et Jacques Beauchamp. Recherche musicale, Julie Morissette et Micheline Richard. La production tient à remercier Marc Laurando, Gracia Oliré, Pierre Godin, Pierre Duchesne, Michel Timoco et Roger Legendre. Point de mire sur René Lévesque est une réalisation de Jacques Bouchard, une production de la première chaîne de Radio-Canada à Montréal.